Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Il va commenter et analyser la crise sociopolitique au Togo avec nous. Je l'avais annoncé en début d'introduction de cette émission. Abi Alpha, il est directeur du journal Le Rendez-vous. Abi Alpha, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Amos, bonsoir et bonsoir aux auditrices, auditeurs de Canal K en Suisse. Eh bien, vous venez de publier dans votre journal un article qui a attiré l'attention de notre rédaction. L'article est intitulé « Togo, terrorisme d'État, militaire égorgé, incendie, deux crimes, même opératoire, même énigme ». Eh bien, Abi Alpha, avant de vous relancer sur le cas des incendies des marchés, quelle est votre analyse sur le cas PNP, Parti national panafricain de Tikpi Atchadam, qualifié par le pouvoir de parti djihadiste? Oui, confrère, évidemment, dans notre dernière livraison, nous nous sommes intéressés à une analyse comparée des incendies des marchés et des prétendus crimes sur deux militaires à Sokodé, parce que nous avons estimé que les faits sont trop justes pour être un hasard. Évidemment, comme vous voulez le savoir, par rapport au fait qu'on accuse qu'on doit le PNP d'être un parti djihadiste, et la réponse elle est très simple. Si on doit s'en tenir à ça, ça veut dire que le régime s'est nourri du djihadisme depuis longtemps et que les cadres musulmans qui entourent M. Fournia Singé sont les premiers djihadistes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le caractère djihadiste du PNP, s'il a existé, a commencé par être perçu par le RPT UNIR depuis le 19 août dernier. On ne devient pas djihadiste du jour au lendemain, c'est une longue préparation. Je ne suis pas un spécialiste pour vous en donner les détails, mais ce que nous savons est que depuis longtemps, le régime RPT UNIR a pris comme en otage la communauté musulmane, et que ce soit sur vos antennes, que ce soit dans les écrits, même dans les médias. Sur le plan international, on a toujours accusé la communauté musulmane du Togo d'être sous une coupe collée du régime en place. L'Union musulmane, vous savez ce qu'elle vaut par rapport à la politique. Elle est toujours alignée derrière le régime. Et ce sont les barons du régime qui la nourrissent, qui la guident, qui sont l'intelligence de la gestion de cette Union musulmane. Ça veut dire que pendant longtemps, il y a eu des gens qui ont nourri d'une certaine idéologie toute une communauté, et à partir du 19, ce que la communauté a appris, elle a commencé par mettre ça sur le terrain, et puis le régime s'inquiète, alors que le régime m'a envoyé ses cadres musulmans. Je vais parler des Nachaba, des Barké, des Abouda Soma, tous ceux que vous voyez comme barons musulmans qui ont longtemps entouré l'Union musulmane et le régime en place. Ça veut dire que c'est eux qui ont entretenu la communauté musulmane, qui leur ont gavé de l'idéologie djihadiste, parce que je ne pense pas que depuis que le PNP est né, les musulmans ont changé de Qibla, c'est-à-dire les musulmans n'ont pas changé de direction vers où faire la prière, ils prient toujours vers la Mecque, ils n'ont pas tourné la tête à l'ancienne direction du lieu de la prière. Rien n'a changé dans les 5 pratiques de la religion musulmane. Et si aujourd'hui les gens pensent que tout ce qui est musulman au Togo est djihadiste, c'est comme ça que moi je vois. En tout cas, je sais que si on doit un peu faire un feedback à l'histoire, le PNP n'est pas la première victime, et il ne serait pas la dernière. Vous savez, pendant toute sa carrière politique, J.Q. Solinki, avec les différentes formations politiques qu'il a gérées, a été traité de terroriste. Aux yeux du RPT UNIR, aucun discours le concernant n'a jamais échappé au mot terroriste. Entre-temps, les gens ont voulu opposer le Nord et le Sud. On demandait aux gens du Nord de se méfier des gens du Sud. Les gens ont vu que ce discours ne portait plus. Entre-temps, c'était les Kabyles et les Tem. Après, les deux communautés ont compris que s'il y a deux peuples qui sont plus proches l'un de l'autre, c'est plutôt les Kabyles et les Kotokoli. Et les gens ont compris que
c'était un faux débat. Donc les clichés que le RPT ira toujours utiliser pour diviser afin de régner ne portent plus de fruits. Donc si aujourd'hui ils ont trouvé une fibre sensible comme le djihadisme pour, n'est-ce pas, affaiblir un adversaire en face, si ça les marche, tant mieux. Ce que moi je sais que j'ai grandi dans ces milieux, s'il y a une région qui est beaucoup tolérante par rapport à la cohabitation religieuse, c'est la région centrale. Moi qui vous parle ici, le parent chez qui j'ai grandi, mon parent, mon tuteur qui m'a nourri depuis l'âge de 6-7 ans jusqu'à un niveau presque universitaire, il s'appelle Émile Issaka. Il s'appelle Émile, hein, il m'a donné, je ne veux pas aller dans les détails pourquoi on l'appelait Émile, mais il s'appelle Émile Issaka. Ça n'a pas empêché qu'il soit l'imam de sa localité, ça n'a pas empêché qu'il soit celui chez qui tout le monde venait apprendre le Coran. Chez nous, les églises et les mosquées, ça cohabite et ça fait partie ça fait parfois l'objet de railleries depuis des décennies. Donc c'est un peu ça que je peux dire du PNP. Si les gens trouvent que parce que le PNP devenait un dérangeant, c'est le cliché qui lui convient le moins. L'essentiel que ça les marche, mais je pense que si ça les marchait actuellement sur le plan international, on n'accordera pas autant d'importance aux responsables premiers responsables du PNP. Actuellement, de toutes les délégations, le monsieur Tipi Achadam est présent et l'essentiel que ça marche pour les gens et je crois que c'est un faux débat, on ne va pas tergiverser là-dessus. Ceux qui pensent qu'il faut aller fabriquer des subterfuges, des élucubrations pour n'est-ce pas, coincer un adversaire, nous leur souhaitons bon vent. Mais justement, c'est un faux débat. L'affaire des incendies des marchés est qualifiée d'énigme par bon nombre de Togolais. Et vous revenez sur cela dans votre article à Abi Alpha. Alors pourquoi cette histoire d'incendie des marchés est une énigme selon vous? Oui, confrère, cette histoire de ce crime d'incendie des marchés de 2013, je crois bien que ça va rester pendant longtemps une affaire énigmatique parce que elle est passée sous plusieurs questions qui sont restées soif de réponse. Vous n'êtes pas sans savoir que dès les premières heures après cette forfaiture-là, M. Fournier Senghor s'est empressé de demander une expertise israélo-française afin que l'État togolais puisse savoir quel a été le mode opératoire et les outils utilisés pour, n'est-ce pas, réussir ces crimes-là. Donc, les experts ont fait leur travail et ça a permis de savoir que c'était du kérosène qui a servi à brûler les marchés. Ne dispose pas du kérosène au Togo qui veut. Ce n'est pas du beignet qu'on vend au premier supermarché du coin. Donc, c'est l'État togolais seul qui avait la main sur, et jusqu'à présent qui a la main sur du kérosène. Si à un moment donné, un incendie qui est parti du kérosène, donc allez-y comprendre. Et puis, les incendies du marché de Lomé et de Kara, ça a commencé par Kara. Et à la première, on peut estimer que c'était un accident et que ça ne va plus se produire. Après 48 heures, la même chose se produit à Lomé. Et alors que précédemment, la directrice du grand marché de Lomé a pris soin de monter sur la chaîne mère du pays pour rassurer les commerçants et commerçantes du grand marché de Lomé comme quoi ce qui est advenu à Kara ne va pas se produire à Lomé et tout le monde peut dormir tranquille sur ses lauriers. Quand une directrice comme ça assure sans qu'une disposition ait été prise autour du marché et que dans la même soirée, autour de minuit, 1 heure, le second feu se déclenche et tu sais, ça fait problème. Ça fait problème. Et puis, depuis là, les noms des gens ont été avancés comme étant les mecs qui sont derrière la forfaiture. Depuis là, ils ont essayé tant bien que mal de se débattre dans des arguments qui ne tiennent pas la route. Jusqu'à présent, le procès, vous savez mieux que moi que le procès a pris du plomb dans l'aile. Donc voilà un crime qui est resté irrépondu. Les enquêtes ont été demandées par la coalition à l'époque, je crois bien que c'était le collectif Sauvons le Togo. Les enquêtes ont été demandées. Jusqu'à présent, aucune suite n'a été donnée. On n'a pas ouvert une enquête de façon neutre. Et ça n'a tout au plus que permis de mettre le grappin sur quelques indésirables. On a mis entre-temps Jean-Pierre Fabre
sous contrôle judiciaire, d'autres sont allés en prison. Vous savez qu'il y a au moins un mort dans cette affaire-là. En prison, c'était Etienne Yakanou qui est mort. Donc c'était un crime odieux qui s'est produit au nez à la barbe de l'autorité togolaise dans une zone qui est censée être la zone la plus sécurisée de la République parce que c'est à quelques encablures de la prison de la République à Lomé et que ça s'est produit. Et vous savez mieux où se trouvait le grand marché de Daoulato. C'est à quelques coups de volant de la présidence. Et vous savez que cette zone est hautement militarisée nuit et jour. Et l'incendie s'est déclenché en face d'une gendarmerie. Et une gendarmerie, ce n'est pas un bureau où on ferme pour rentrer le jour et revenir, rentrer la nuit et revenir le jour. Il y a une permanence dans une gendarmerie qui plus est une gendarmerie qui est censée faire la sécurité du marché. Donc c'est un peu ça qui nous pose. Il y a plein de questions qui sont restées, des questions floues qui culpabilisent l'autorité togolaise. Quand on me dit qu'il y avait des commerçantes très proches des barons du régime qui avaient des grands magasins au grand marché, qu'elles ont eu pris soin de vider leurs magasins avant que les incendies ne viennent. Quelle information elles avaient par rapport à la survenue des incendies pour qu'elles viennent dégager les lieux avant que le crime n'ait lieu. Donc voilà autant de questions qui font de ces crimes un crime, n'est-ce pas, énigmatique et qu'il va falloir un jour quand même, n'est-ce pas, élucider pour que les Togolais aient droit à la vérité, surtout qu'il y a eu beaucoup de victimes. Tout à fait. Il y a beaucoup de victimes. À Biafra, la crise politique perdure. Et le dialogue annoncé peine à prendre corps. La coalition exige la libération de tous les détenus politiques et ceux de l'affaire des incendies des marchés. Et pour Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, ce sont des préalables qui vont aboutir au dialogue. Et quant au pouvoir, ces mesures d'apaisement tardent à se faire totalement. À Biafra, les deux camps se renvoient les responsabilités. Alors finalement, à quoi faut-il s'attendre? Effectivement, c'est à l'œuvre qu'on voit l'artisan, tu vois, et cette affaire de préalables, ce n'est pas Fabre qui les a fabriqués, ce n'est pas Chadam, ce n'est non plus Adjamabo. C'est du commun accord avec les témoignages des médiateurs que les gens sont convenus, comme quoi il faut libérer les détenus politiques, il faut faire ceci, il faut faire cela, avant que les gens ne s'asseyent autour d'une table pour, n'est-ce pas, accorder leur violon. Et puis, s'il y a des gens à libérer, c'est bien ceux qui les détiennent qui les libèrent, c'est le régime qui détient les gens. C'est le régime qui les détient les gens, et si jusqu'à présent ils ne sont pas libérés sur une centaine qui est censé être libéré jusqu'à présent, il n'y a que deux, notamment les deux imams, parce que je ne sais pas, les gens pensent qu'ils vont faire ça pour, n'est-ce pas, réussir un effet d'annonce. Ça n'a pas marché. Vous vous rappelez, le jour-là, il était annoncé que les gens devaient être libérés à la prison de Kara. C'est toute une chaîne humaine qui attendait à la queue pour, n'est-ce pas, aller faire les formalités et revenir à la maison, mais à la dernière minute, on est venu prendre que les deux imams et tout le monde est retourné à mer dans sa cellule. Donc, c'était un effet d'annonce. Les gens sont parvenus à faire croire aux médiateurs qu'ils ont rempli les préalables, ce qui n'a pas été fait. Donc, c'est ici l'occasion pour les médiateurs de savoir ce que valent les engagements pris par, n'est-ce pas, le régime RPT Unir. Et puis vous savez que ce n'est pas le premier engagement. Donc je crois que aussi longtemps que ces préalables n'ont pas été respectés, ça va être difficile qu'il y ait dialogue. Et puis quelque part aussi, c'est une façon pour le RPT Unir qui n'a pas voulu de ce dialogue. Ce dialogue, il a presque été imposé par les médiateurs à M. Faure Gnassingbé. Pour Faure Gnassingbé, il sait bien que ce que son adversaire va mettre sur la table par rapport au dialogue ne le sait pas. Il ne veut même pas en savoir à quoi ça ressemble, parce que il s'est dit qu'il a de l'argent, il peut corrompre tout le monde sur la chaîne, il peut
faire circuler, véhiculer les mallettes d'argent. Il a la force au pays, il peut militariser le pays, il peut créer un camp ici, créer un camp là-bas, et puis faire de la population ce qu'il veut, parce qu'il a pu avoir un poignet de Togolais à qui il a remis les armes achetées par notre sueur. Il les a remis les armes pour terroriser, pour faire les enlèvements, pour n'est-ce pas, embastiller comme il veut, quand il veut, selon les besoins. Et M. Faure Gnassingbé, quand actuellement toutes les options sont cuites pour lui, il ne lui reste que la corruption active qui marche à travers l'argent du pays qu'il a emmagasiné assez, et puis la force brute dont il dispose. Donc par rapport à ça, ne croyez pas que M. Faure Gnassingbé et son système sont en train de remettre d'offrir aux Togolais le dialogue comme une cerise sur les gâteaux. Je ne crois pas. Ça leur a été imposé, et puis ça va être difficile que ça commence. Notre souhait que ça commence, mais moi j'aime pas grand espoir, parce que ça a été imposé. Je dis bien encore, ça a été imposé, et si le régime peut faire quelque chose pour que ça échoue, il le fera, et je crois que c'est ça qui a commencé. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Oui, une très bonne analyse, Abi Alpha. Et certains intellectuels togolais soutiennent que l'opposition est dans l'illégalité de demander le départ de Faure Gnassingbé. Et depuis 1992, les élections ont toutes été contestées, Abi Alpha. Et par contre, le pouvoir maintient sa légalité. Alors, on se pose la question, quel est votre avis sur la transparence des élections au Togo? Qu'en est-il de la légitimité, Abi Alpha? Bon, les intellectuels, c'est selon. Tu sais, moi, cette caste-là n'a jamais été mon souci. Et le Togo en souffre. On n'est pas à la même loge que les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et autres. Et nous intellectuels sommes plutôt un syndicat de soutien au régime en place, à quelques encablures près, à quelques exceptions près. Donc c'est vrai qu'il y a dans ce monde-là des exceptions, puisque c'est l'exception qui fait la règle, que ce soit dans le monde des médecins, des professeurs en lettres et autres. Il y a des gens qui font exception, qui sont encore fiers de leur dignité. Malheureusement, la grande majorité est à fond par rapport aux problèmes socio-économiques, politiques que a traversé toujours notre République. Donc moi, je suis quelqu'un qui n'a pas appris à compter sur les intellectuels, ni aujourd'hui ni demain. Je ne pourrai pas compter sur eux. Maintenant, par rapport aux élections, au caractère frauduleux ou transparent des élections, je vous enseigne rien. Vous êtes Togolais comme moi, et le fait que vous soyez hors du territoire ne fait pas de vous quelqu'un qui est moins informé que nous qui sommes ici, et surtout que nous tous on fait le même métier. Tous ceux qui nous écoutent ont aussi leur information. Tout le monde touche la réalité du doigt tous les jours que Dieu fait. Donc chacun, c'est pour dire que chacun sait de quoi sont fait les élections au Togo. Vous avez été témoin, le Togo a été le seul, c'est vrai, même dans les pays qui ont connu la guerre, notamment au niveau de la région centrale de l'Afrique, où à un moment donné, les guerres ont fait la loi, et on n'a jamais vu des militaires prendre la poudre d'escampette avec les urnes pendant un processus électoral. C'est au Togo ça s'est passé. Pour la première fois, les chaînes internationales en ont fait leur scoop. Donc c'est pour vous dire qu'ici, on a toujours utilisé l'armée pour n'est-ce pas, tailler les élections au goût du jour, au goût du régime en place. Donc de parler de transparence par rapport aux élections, c'est un leurre. C'est un leurre, et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle actuellement ce régime qui est vomi de partout, qui ne peut même pas mobiliser la population dans une seule ville, pendant que les adversaires qui n'ont rien, ils n'ont que leur mot d'ordre pour mobiliser, pendant que les adversaires, n'est-ce pas, font trembler toutes les villes, ils ne peuvent même pas mobiliser, même dans leur supposé fief. Entre-temps, il y a des villes qui étaient des chasses gardées pour le régime en place, notamment la ville de Kara. Et quand Kara veut mobiliser pour soutenir le régime, on sait que c'est vraiment le régime en territoire conquis. Maintenant, à Kassoresam, vous vous rappelez de quoi a accouché la dernière tentative de marche dans la ville de Kara. C'est pour vous dire que tout le pays est miné contre
les dirigeants. Ils sont vomis de partout parce que 50 ans, c'est quand même c'est quand même assez. Donc tout le monde en a assez. Il n'y a aucune couche sociale qui ne demande pas que quand même ils passent la main pour qu'on voit ce que d'autres viendront pouvoir faire. Tu vois, l'excellence se découvre, se déniche dans la concurrence. Quand il n'y a pas de concurrence, vous pensez que vous êtes le meilleur. Et pendant 50 ans, si vous avez gardé le ring, vous ne pensez pas qu'il y a quelqu'un aussi qui peut avoir une estocade un peu plus sérieuse que la vôtre. Voilà vers où on va. Les élections, c'est à la togolaise, à l'image que M. Faure Gnassingbé et son équipe ont toujours donné aux élections. C'est d'ailleurs pourquoi ils ne peuvent pas mobiliser, malgré même que parfois ils mettent l'argent devant pour, n'est-ce pas, corrompre, acheter la conscience des marcheurs. Malgré leur argent, ils n'arrivent pas à mobiliser. Et paradoxalement, c'est eux qui invitent l'adversaire sur le terrain des élections. Vous comprenez qu'il y a une machine qui attend pour, n'est-ce pas, tailler à les élections, à l'image du régime cinquantenaire. C'est un peu ça que ressemblent les élections. La transparence des élections au Togo, c'est par rapport à la machine à fraude au Togo. Donc c'est un peu ça qu'il faut le comprendre. Merci mon frère. En tout cas, Abi Alpha, vous avez parfaitement raison. Le peuple togolais ne croit plus aux élections. Eh bien, samedi 13 janvier dernier, ils étaient des milliers assortis dans les rues de Lomé à l'appel de la coalition. La même date, la diaspora, notamment à Berlin, Freiburg et dans plusieurs villes aux États-Unis, au Canada, la mobilisation ne faiblit pas. Alors, malgré tout cela, Abi Alpha, Faure Gnassingbé fonce droit au référendum et le pouvoir est en train de mettre en place bien la CENI. Alors, on peut se poser la question, un piège à con à l'opposition participationniste aux élections antérieures, Abi Alpha? Par rapport à l'issue à donner, au cas où les PTNIR fonçaient tout droit dans le mur par rapport à leur référendum, par rapport à la réponse à donner, je ne peux pas répondre en lieu et place des hommes politiques. Chaque formation politique digne de ce nom à son état-major, ils ont leur cellule de réflexion. Certainement que ce sujet c'est en train de faire l'objet de débats au niveau de chacun. Et puis je crois qu'ils vont finir par, n'est-ce pas, chacun faire connaître sa position et vous devez savoir que actuellement ils ont intérêt à agir de façon à ce que la population ne les prenne pas pour des traîtres. Donc je crois que c'est une nouvelle dynamique qui est venue. Votre dernière réponse, je crois que j'ai déjà trouvé une réponse. Une réponse a déjà trouvé dans la précédente. Je crois savoir que le piège à quand n'aura pas lieu parce que l'opposition ne se laissera pas, n'est-ce pas, encore une fois, embastillée par un marché de dupes. On ne peut pas être mordu par, n'est-ce pas, le même scorpion X fois. Et actuellement, la grande sentinelle est là. La grande sentinelle, ce n'est pas le chef de file de l'opposition, ce n'est pas un Tchadam, ce n'est pas une Adjamabo, mais c'est la population qui observe tout le monde, qui fait la sentinelle et qui dit à bas mots aux opposants ce qu'ils doivent faire. Et je crois que ça va accoucher de quelque chose de potable. Les changements des régimes de 50 ans, ça n'a toujours pas été facile. Je crois que c'est ce qui se passe actuellement ne rentre que dans la logique, dans l'ordre normal des choses. Ça ne va pas être facile, mais beaucoup de signes indiquent que ce régime, le temps est venu, parce que 50 ans, c'est quand même 2 générations. 50 ans, c'est toute une vie entière et on ne peut pas laisser les gens. Et puis, si ces messieurs-là offraient, n'est-ce pas, un paradis pour les Togolais, on dirait, bon, c'est vrai, ils ont duré, mais personne ne se plaint. Vous faites la durée et puis tout le monde se plaint, mais c'est normal qu'un jour ça va s'éclater. Et puis, le moment est venu, nous observons, on va voir jusqu'où ira l'entêtement de M. Faure Gnassingbé et sa clique. C'est bien une question de clique, ce n'est pas une question d'ethnie, ce n'est pas une question de Kabylie, de Tem, de Moba ou bien de Aouna. C'est une clique qui entoure, grâce à une force qu'ils détiennent, l'argent qui a été,
n'est-ce pas, volé ici et là dans les sociétés d'État. Ils se sont enrichis, ils sont organisés. Je ne peux pas dire que c'est sectaire, mais c'est quand même quelque chose de semblable. Et on appelle ça un État, une république. Ils sont débrouillés pour mettre tout l'État en faillite, tout ce qui est État, tout ce qui est secteur névralgique économique est tombé en faillite. Pourtant, on dit que nous sommes gérés par un économiste gestionnaire. Ils ont une armée à leur, n'est-ce pas, à leur service pour mater là où il faut mater, pour discipliner là où il faut discipliner, pour, n'est-ce pas, mettre en exil ce qu'il faut mettre en exil pour qu'ils puissent continuer par, n'est-ce pas, prospérer dans leur endettement de la République. Mais nous osons croire que toute chose a une fin. Et si toute chose a vraiment une fin, je crois que cette fois-ci est la fin de ce régime qui quand même ne peut pas continuer, pas prendre toute une République en otage éternellement. Des systèmes plus réfléchis, plus solides que ça n'ont pas pu dépasser 50 ans. Ce n'est pas M. Faure Gnassingbé qui fera des miracles, quoi. Donc c'est un peu ça que les Togolais pensent, c'est un peu ça qu'on lit dans le quotidien des Togolais. Nous allons garder nos yeux pour observer. Merci beaucoup à toi et à ta radio et à toute ta rédaction. Bien des choses à tous ceux qui nous écoutent. À plus. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.